La politique d'Aristote, livre 8e, chapitre 10. Sommaire. Critique de la théorie de Platon sur les révolutions. Erreur commise par Platon relativement à l'ordre où se succèdent le plus ordinairement les divers gouvernements. Platon a trop restreint la question. Dans la République, Socrate parle aussi des révolutions, mais il n'a pas fort bien traité ce sujet. Il n'assigne même aucune cause spéciale de révolution à la parfaite République, au premier gouvernement. À son avis, les révolutions viennent de ce que rien d'ici-bas ne peut subsister éternellement et que tout doit changer dans un certain laps de temps. Et il ajoute que ces perturbations dont la racine augmentée d'un tiers plus 5 donne 2 harmonies ne commencent que lorsque le nombre a été géométriquement élevé au cube, attendu que la nature crée alors des êtres vicieux et radicalement incorrigibles. Cette dernière partie de son raisonnement n'est peut-être pas fausse, car il est des hommes naturellement incapables de recevoir de l'éducation et de devenir vertueux. Mais pourquoi cette révolution dont parle Socrate s'appliquerait-elle à cette république qu'il nous donne comme parfaite, plus spécialement qu'à tout autre État ou à tout autre objet de ce monde ? Puis, dans cet instant qu'il assigne à la révolution universelle, même les choses qui n'ont point commencé d'être ensemble changeront cependant à la fois. Et un être né le premier jour de la catastrophe y sera compris comme les autres. On peut demander encore pourquoi la parfaite république de Socrate passe en se changeant au système lacédémonien. Un système politique quel qu'il soit se change dans le système qui lui est diamétralement opposé plus ordinairement que dans le système qui en est proche. On en peut dire autant de toutes les révolutions qu'admet Socrate quand il assure que le système lacédémonien se change en oligarchie, l'oligarchie en démagogie et celle-là enfin en tyrannie. Mais c'est précisément tout le contraire. L'oligarchie, par exemple, succède à la démagogie bien plus souvent que la monarchie. De plus, Socrate ne dit pas si la tyrannie a ou n'a pas de révolution. Il ne dit rien des causes qui les amènent, ni du gouvernement qui se substitue à celui-là. On conçoit aisément son silence, qu'il avait grand-peine à ne pas garder. Tout ici doit rester complètement obscur, parce que dans les idées de Socrate, il faut que de la tyrannie on revienne à cette première république parfaite qu'il a conçue, seul moyen d'obtenir ce cercle sans fin dont il parle. Mais la tyrannie succède aussi à la tyrannie. Témoin celle de Clisthène succédant à celle de Myron à Sicyone. La tyrannie peut encore se changer en oligarchie, comme celle d'Antiléon à Chalkis, ou en démagogie, comme celle de Grélon à Syracuse, ou en aristocratie, comme celle de Charilaüs à Lacédémone, et comme on le vit à Carthage. L'oligarchie, de son côté, se change en tyrannie, et c'est ce qui arriva jadis à la plupart des oligarchies siciliennes. Qu'on se souvienne qu'à l'oligarchie succéda la tyrannie de Panétius à Léoncium, à Gêles celle de Cléantre, à Rège celle d'Anaxilas, et qu'on se rappelle tant d'autres exemples qu'on pourrait citer également. C'est encore une erreur de faire naître l'oligarchie de l'avidité et des occupations mercantiles des chefs de l'État. Il faut bien plutôt en demander l'origine à cette opinion des hommes à grande fortune, qui croient que l'égalité politique n'est pas juste entre eux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Dans presque aucune oligarchie, les magistrats ne peuvent se livrer au commerce, et la loi le leur interdit. Bien plus à Carthage, qui est un État démocratique, les magistrats font le commerce, et l'État cependant n'a point encore éprouvé de révolution. Il est encore fort singulier d'avancer que dans l'oligarchie, l'État est divisé en deux parties, les pauvres et les riches. Est-ce bien là une condition plus spéciale de l'oligarchie que de la République de Sparte, par exemple, ou de tout autre gouvernement, dans lequel les citoyens ne possèdent pas tous des fortunes égales ou ne sont pas tous également vertueux ?
En supposant même que personne ne s'appauvrisse, l'État n'en passe pas moins de l'oligarchie à la démagogie si la masse des pauvres s'accroît, et de la démocratie à l'oligarchie si les riches deviennent plus puissants que le peuple, selon que les uns se relâchent et que les autres s'appliquent au travail. Socrate néglige toutes ces causes si diverses qui amènent les révolutions pour s'attacher à une seule, attribuant exclusivement la pauvreté à l'inconduite et aux dettes, comme si tous les hommes, ou du moins presque tous, naissaient dans l'opulence. C'est une grave erreur. Ce qui est vrai, c'est que les chefs de la cité peuvent, quand ils ont perdu leur fortune, recourir à une révolution, et que, quand les citoyens obscurs perdent la leur, l'État n'en reste pas moins fort tranquille. Ces révolutions n'amènent pas non plus la démagogie plus fréquemment que tout autre système. Il suffit d'une exclusion politique, d'une injustice, d'une insulte, pour causer une insurrection et un bouleversement dans la Constitution sans que les fortunes des citoyens soient en rien délabrées. La révolution n'a souvent pas d'autre motif que cette faculté laissée à d'autres, que cette faculté laissée à chacun de vivre comme il lui convient, faculté dont Socrate attribue l'origine à un excès de liberté. Enfin, au milieu de ces espèces si nombreuses d'oligarchie et de démocratie, Socrate ne parle de leur révolution que comme si chacune d'elles était unique en son genre. Fin de ce livre et fin de cet ouvrage, La politique d'Aristote, traduite par Jules Barthélemy de Saint-Hilaire.